Donc bonjour à tous, déjà pour commencer, et bienvenue dans ce webinaire. Très content de vous accueillir avec Xavier. Donc pour me présenter rapidement, je m'appelle William Kelbert, je suis le président de Colos, et mon métier, moi, c'est d'échanger au quotidien avec des acteurs du monde industriel et de développer les outils qui vont leur permettre d'optimiser leurs opérations de maintenance et de support. Et donc je suis avec... Eh bien, Xavier Vidal, bonjour à tous. Je suis le fondateur de Xiphos Service et je suis tombé dans le SAV quand j'étais tout petit, ou presque. Donc, j'ai fait 30 ans de carrière dans différents métiers, l'agricole, le TP, l'industrie. Et aujourd'hui, donc avec Xiphos Service, je mets mon expérience au service des entreprises qui veulent piloter et changer leur SAV vers le monde moderne. Mhm. Eh Voilà. ben, encore une fois, très content de pouvoir échanger avec toi, Xavier. On a échangé à plusieurs reprises et assez régulièrement, même ces dernières années. Et pour ma part, j'ai toujours appris des choses très intéressantes sur le SAV. Merci. Donc, aujourd'hui, on s'est réservé 30 minutes. On va essayer de tenir ce timing. Et dans un premier temps, on va d'abord échanger avec Xavier, discuter pour notamment vous partager les 7 clés essentielles pour faire de votre SAV un moteur de croissance, hein. C'est le thème de ce webinaire. Et puis, on prendra 5 minutes à la fin pour une session de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à noter vos questions dans l'espace de chat pendant qu'on échange. Vous pourrez aussi les poser à la fin. On pourra répondre à toutes ces questions. Et puis, voilà. Alors, pour la petite histoire, Xavier, toi et moi, on s'est rencontrés il y a quelques années. Il me semble que c'était aux alentours de 2020. Donc, c'est lorsque tu étais directeur SAV chez Komatsu, Komatsu France. Et donc, je m'étais déplacé en région parisienne pour venir te rencontrer et te présenter nos outils pour le support des techniciens et des clients. Et j'ai ce souvenir qui est ancré dans ma tête parce qu'à l'époque, déjà, tu m'avais beaucoup challengé sur les outils que je t'avais présentés. Alors, pas pour un aspect opérationnel, mais tu m'avais posé la question de comment est-ce que tu allais pouvoir faire de ces outils, parmi d'autres d'ailleurs, un centre de profit plutôt qu'un centre de coût pour ton Eh SAV. oui. Tout à fait, je t'avais challengé parce que le SAV a beaucoup évolué ces dernières années. Jusque-là, on était sur un message de type faites en sorte que le client soit content, mais désormais, il faut y rajouter faites des résultats économiques. Il faut un retour sur investissement. Et donc, c'était particulièrement ma question par rapport à un outil qui m'intéressait, à ton outil qui m'intéressait. Et du coup, ça nous mène directement vers une des premières clés pour rendre son SAV rentable et performant économiquement. La première chose, c'est d'avoir une stratégie d'entreprise qui embarque tout le monde et donc qui embarque le SAV, bien sûr. Si je vous dis faire du parc et vendre des machines neuves, c'est une stratégie, mais ça n'embarque pas vraiment le SAV. Par contre, si je vous dis être élu service client de l'année grâce aux offres machines, aux offres services et à la relation client, on est sur un modèle qui est déjà beaucoup plus englobant pour l'ensemble du personnel de l'entreprise. Alors, on est bien d'accord, chaque entreprise, sa stratégie. Il n'y a pas de recette unique là-dessus, mais la formulation doit faire en sorte que les collaborateurs se sentent inclus dans cette stratégie. Ok. Donc, pour embarquer tout le monde, une bonne stratégie. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais j'ai aussi en tête que développer une stratégie pertinente, évidemment, c'est important. Mais pour moi, le plus dur, ça reste quand même l'exécution derrière. Alors, qu'est-ce qui, d'après toi, va pouvoir être mis en place par des directeurs SAV ou des gérants de PME, de TI pour assurer la bonne exécution de cette stratégie? Eh bien, c'est la clé numéro 2. Effectivement, la stratégie, elle donne l'horizon, là où tout le monde est en train de regarder. Mhm. Chaque collaborateur, chaque service va contribuer à progresser vers cet horizon. Mais il faut pour ça qu'il ait des objectifs qui lui correspondent, des objectifs qui soient les siens précisément. Et ces objectifs, ils doivent répondre à la qualité SMART, donc spécifique à chacun, mesurable, atteignable, compatible. Alors le R est en anglais, c'est relevant, donc c'est compatible en français, et T pour le temporel, donc inscrit dans le temps. Voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on doit décliner pour que chacun, à son niveau, sache qu'est-ce qu'il peut faire pour aller vers l'objectif. Ok, donc ça, la stratégie SMART à appliquer, c'est quelque chose qui s'applique justement dans différents types de structures. Nous, chez Colas, on l'applique déjà au quotidien, en tout cas quand on discute de stratégie. Et pour rappel à tous nos auditeurs qui sont présents aujourd'hui, mais aussi les personnes qui vont voir le replay après coup,
Si vous voulez qu'on vous envoie un récapitulatif de ce qu'on se dit aujourd'hui avec Xavier, n'hésitez pas à mettre un pouce dans l'espace de chat. On vous enverra, un peu de documentation avec un e-book, notamment, en fait, une analyse approfondie, des sujets qu'on aborde aujourd'hui. Parce que comme on le disait en introduction, on a 30 minutes. On ne va pas pouvoir rentrer précisément dans le détail de chaque question, mais on va vous donner quand même l'essentiel de chacune de ces clés. En tout cas, Xavier va le faire. Exactement. OK, bah, écoute, moi je pourrais pas être plus d'accord avec ce que tu dis par rapport à définir des objectifs, bien segmentés et spécifiques, et ça pour moi, ça passe par, une bonne connaissance de son équipe et donc de leurs compétences, mais surtout de son activité pour Mmh. pouvoir, moi j'imagine, c'est ce que tu veux me dire par là, pouvoir bien connaître ses leviers. Tout à fait. Donc, on est toujours dans la thématique, hein, je vous rappelle, faire de son SAV un élément rentable de l'entreprise. Le SAV, c'est une énorme nébuleuse. Et si je vous dis le SAV doit gagner des sous, je gagne des sous avec quelle activité dans le SAV? Le Mmh. SAV, ce sont différentes activités. La garantie, la facturation de prestations à l'unité, les contrats, la préparation de machines, etc., etc. Donc, ce qui est important, c'est de cartographier, ça sera la clé numéro 3, cartographier précisément les activités de son SAV, parce que chacune va constituer un levier potentiel pour aller vers le résultat économique. Si ça se trouve, je vais être capable d'activer un levier qui va me faire progresser énormément, et ça serait dommage de passer à côté parce que je l'ai complètement masqué dans une nébuleuse. Mmh. Donc cette cartographie est très très importante. OK, d'accord. Et une fois que je connais mon service, il ne faudrait peut-être pas oublier de connaître ce que le client attend. Mmh. Souvent, on a tendance à dire, bah oui, mais on sait ce qu'il attend le client. Il attend que ça marche. C'est extrêmement superficiel, très honnêtement. Le client a peut-être des attentes qui sont bien plus cachées et qu'il faut arriver à comprendre et à aller chercher. Alors, ce n'est pas tous les clients, ça peut être certaines familles de clients, etc. Mais ça, c'est la valeur ajoutée qui va faire que votre service après-vente est capable d'apporter quelque chose de différent par rapport à tous vos concurrents. C'est parce que vous avez identifié ce que le client attend maintenant ou pour demain. Et Mmh. ça, c'est important aussi. C'est la deuxième connaissance du SAV. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais ce qu'on fait. Oui, d'habitude, on répare, on fait les pompiers. Non, mais ça, c'est la version la plus simple et la plus basique. Peut-être que le client attend quelque chose d'absolument extraordinaire que vous êtes capable de produire. Le tout, c'est de savoir ce qu'il attend. OK. Alors ça, c'est une partie qui me fait sourire parce qu'on en parlait encore hier, avec l'équipe ici chez Colas, et c'est ce que, alors nous, on est une start-up, donc ça on parle un petit peu anglais de temps en temps et on parle d'une approche customer centric. Donc Tout pour à faire fait. simple, centré sur le client, et en gros, c'est dans nos manières de développer nos outils, on va plutôt que développer une idée et de fil en aiguille arriver au client et savoir comment on va pouvoir l'appliquer sur son cas d'usage, on va au contraire partir du client, échanger avec lui, comprendre ses besoins et ses attentes, comme tu le disais à l'instant, Xavier, et vont en découler justement les idées et les fonctionnalités qu'on va pouvoir développer et appliquer sur leur cas d'usage. Donc bien partir du client pour arriver derrière sur une fonctionnalité clé, et c'est la même stratégie donc qu'on va pouvoir appliquer, sur le SAV, des industriels. Et c'est en ça que l'outil Colus me plaisait énormément parce que, par exemple, il est capable de répondre à une demande client qui consiste à dire j'aimerais avoir une assistance de qualité directement sur le chantier sans attendre que le technicien vienne me voir. Eh bien, avec l'outil, on peut effectivement mettre en relation un expert qui serait basé dans votre entreprise et le client de l'autre côté pour le guider pas à pas. Et c'est quelque chose qui est évidemment facturable. Il n'y a pas de raison de lui donner quelque chose de gratuit. Alors, la question, c'est comment c'est facturable, mais ça, c'est un autre débat. C'est Mmh. pas Ouais. gratuit, ça, c'est sûr. Voilà. Mmh. D'où ROI, retour sur investissement. OK, ça marche, et une question du coup qui me vient, qui dans une entreprise, nous c'est des rôles qu'on essaye de définir ici chez Colas, mais dans SAV industriel par exemple, dans le cas des fabricants de machines, qui va être, en charge d'aller comprendre justement ces besoins et ces attentes des clients? Alors, je dirais évidemment, la force commerciale est la première source de renseignement. Mmh. Mais en fait, toute personne dans une entreprise qui est au contact du client va peut-être ou pouvoir identifier des besoins, des choses qu'il exprime à demi-mot et qui vont augmenter sa satisfaction si vous les faites, y compris jusque dans l'administration. Quand vous envoyez une facture et que le client vous glisse à l'oreille
Chez moi, on travaille uniquement sur bon de commande. Ça signifie en clair que votre organisation doit fournir un bon de commande avant d'envoyer la facture. OK, Ça d'accord. s'organise et c'est une réponse à un client. Alors, c'est quelque chose de tout simple que je prends en exemple. Après, toute personne capable d'échange et de communication avec un client va identifier des choses et il faut mettre en place le débriefing à l'entreprise pour que ces choses soient valorisées. OK. Bon, c'est clair. C'est clair pour moi, en tout cas. Alors, pour rappel, à Pour nos le public auditeurs aussi. aujourd'hui, on l'objectif, hein, de cette discussion, c'est vraiment de pouvoir démontrer que le SAV peut être rentable. Donc on a vu que dans un premier temps, il faut définir une stratégie qui va permettre d'embarquer toutes les personnes concernées. Pour que cette stratégie soit applicable, eh ben, on va la décliner en objectifs spécifiques et atteignables pour lesquels, ben, bien entendu, il faut une bonne connaissance des membres de son équipe et de son activité, donc bien cartographier son activité SAV. Puis ensuite, bah, on se tourne vers le client pour ce qu'on disait à l'instant, une approche plus customer centric et donc pour comprendre leurs besoins, leurs attentes. Mais maintenant, comment, Xavier, une question qui, je pense, concerne encore une fois tous les types de structures, comment est-ce que chaque membre de l'équipe et de l'entreprise va pouvoir se sentir concerné et motivé par la performance économique de cette stratégie? Alors, il y a différents paramètres. C'est quelque chose qui est assez grand. Déjà, les objectifs de chacun doivent permettre de comprendre qu'ils contribuent de manière plus ou moins directe au résultat de la stratégie. Ensuite, on est dans la phase de production, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié ce qu'on voulait faire avec l'entreprise, ce que les clients attendaient de nous et les leviers dont on dispose pour tout ça, eh bien, il faut produire. Il faut passer à la phase organisation de la production du service et donc définir des standards de travail. Si on veut produire de façon rationnelle et pas trop coûteuse, eh bien, il nous faut des standards de travail pour être efficace, performant. Et si j'implique les opérationnels dans la définition de ces standards, ils se sentiront plus impliqués, plus fiers de contribuer à l'organisation optimale de l'entreprise finalement. Et pour ça, il faut aussi penser outillage, outils spécifiques qui permettent de gagner du temps. Encore une fois, je vais reparler du produit Colus qui peut être un facteur interne d'amélioration et d'optimisation de l'organisation service après-vente. Mmh. Alors, Colus en fait partie. On en a d'autres à vous suggérer sur différents sujets. Il y a beaucoup d'outils qui sont disponibles sur le marché et qui peuvent vous aider aujourd'hui à optimiser vos Exactement. process et à rentrer dans ces stratégies desquelles on parle aujourd'hui. Donc ça, c'est la clé numéro 5, Xavier, c'est ça? C'est de C'était la clé définir. numéro 5, effectivement, définir des standards et optimiser son organisation. OK, d'accord, et j'imagine qu'une fois que cette stratégie est mise en place, il y a quand même un temps, enfin, je veux dire, on ne voit pas les changements directement, ça se fait pas du jour au lendemain. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir suivre la donnée concernant l'évolution de cette stratégie, si on va dans le bon sens ou pas du tout, s'il faut ajuster? Alors, il est indispensable, et ça c'est la clé numéro 6, et elle est valable dans absolument tous les secteurs de l'entreprise, il faut des indicateurs opérationnels. Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que j'en suis par rapport au target que je me suis fixé? Et est-ce que ça se déroule comme il faut? Donc, c'est des indicateurs qui ont du sens, qui sont liés aux leviers dont on parlait au moment de la cartographie, ces leviers actionnables qui vont rendre de l'énergie dans le SAV. Et ces leviers vont être aussi un facteur de responsabilisation pour les personnels qui les utilisent. Pardon, ces indicateurs. Les personnels qui ont les indicateurs sur les yeux vont se sentir responsabilisés. Je vais vous donner un exemple tout simple de la vie courante. Si je vous dis, allez m'acheter ce qu'il faut pour un apéro ce soir, vous allez aller vous faire plaisir sans regarder après le budget. Donc, vous allez nous faire un apéro génial, mais pas forcément très économique. Si je vous dis, vous avez 100 euros pour m'organiser l'apéro de ce soir, il y a de très fortes chances que vous soyez très fier de revenir en me disant, j'ai dépensé que 95, il reste 5. Et c'est ça le pouvoir des indicateurs, c'est de responsabiliser les gens qui en ont la maîtrise. OK, Donc c'était d'accord. le point 6, la clé numéro 6. OK, et j'aime bien l'image de l'apéro. Un peu tôt pour parler d'apéro, mais Un peu l'image tôt. est assez explicite. OK, et est-ce que, d'un point de vue maintenant, on va parler un petit peu, compta, finance, d'un point de vue, est-ce qu'une vision macro des résultats de l'entreprise vont permettre d'estimer si, ben, cette stratégie qu'on applique là est une stratégie gagnante ou pas? Alors, la vision macro dans une entreprise, elle est indispensable.
un dirigeant a forcément une vision macro, puisque c'est le résultat de l'ensemble des services qui donne le résultat de l'entreprise. Ce qui est très important pour le service après-vente, c'est d'identifier clairement la vision macroéconomique du service. Je vous ai dit que le service après-vente, c'était une grande famille de multiples leviers. Et d'un point de vue comptable, si je m'en tiens au point de vue comptable, les différents revenus et les différentes charges du SAV sont rangés dans différentes familles de comptes. C'est comme ça, c'est des règles comptables. Si vous voulez avoir une vision macro juste et pertinente de votre SAV, il vous faut, et ça sera la clé numéro 7, un compte de résultats spécifique. C'est-à-dire, en gros, une compilation de tous les revenus, de toutes les sources de revenus, les provisions sur garantie, les provisions sur préparation de machines, les remboursements de garantie, peut-être les primes constructeurs, et une compilation de toutes les charges, évidemment les hommes, les achats de pièces, de services, etc., etc. Et tout ça compilé dans un seul et même tableau qui vous permet de dire, ben voilà, au global, tous mes leviers d'action donnent ce résultat-là. Et c'est bien mes leviers d'action du SAV. Parce que si je regarde ça uniquement d'un point de vue comptable, c'est un petit peu exposé de partout et le jugement peut être un peu plus difficile à poser. OK, d'accord. Et ça, il me semble que, Xavier, tu nous as préparé un petit template, un petit modèle qu'on pourrait partager avec, les Tout personnes à que ça fait. intéresse aujourd'hui. Donc, juste avant qu'on demande à tout le monde dans l'espace de chat, de s'ils veulent recevoir ce modèle, tu peux nous expliquer un petit peu en quoi il consiste? Alors, en fait, le modèle que je vous ai préparé, c'est un compte d'exploitation simplifié que j'ai pré-rempli avec des idées de base. Il faudra que vous le complétiez évidemment avec vos situations personnelles. Mais l'idée, c'est que les différentes entrées, donc les revenus et les charges du SAV, sont listées avec beaucoup d'entrées. Vous verrez que ça représente énormément d'entrées auxquelles on ne pense pas forcément. Vos charges de préparation, vos revenus de préparation, les provisions de préparation, est-ce qu'elles sont considérées comme des revenus du SAV ou est-ce qu'elles sont considérées comme des revenus tout court dans l'ensemble de l'entreprise? Généralement, c'est dans l'ensemble de l'entreprise que ça reste. Et ce compte d'exploitation, une fois que vous aurez listé toutes vos entrées et toutes vos sorties, comme le template vous donne l'idée, eh bien, il faudra que vous demandiez la collaboration de votre service finance pour qu'il fasse des extractions et vous fournisse les chiffres. La première fois est un peu difficile. Les suivantes, c'est tout automatique. OK. Et ben, écoutez, à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, vous pouvez nous mettre dans l'espace de chat, compte d'exploitation si vous souhaitez recevoir, ce modèle, qu'on vous enverra avec plaisir par la suite. Pour rappel, si vous voulez recevoir un livre blanc, donc une analyse un peu plus approfondie des 7 clés essentielles pour faire de votre SAV un moteur de croissance, mettez un pouce dans l'espace de chat. Donc le pouce pour le livre blanc et compte d'exploitation pour le modèle de Xavier. On vous enverra tout ça par la suite. Si jamais vous assistez uniquement au replay, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi ou avec Xavier directement. Là, on va d'abord, avant de passer à une session de questions-réponses, récapituler donc sur ces 7 clés essentielles. Si j'ai bien retenu, n'hésite pas à me corriger, Xavier. La première clé, c'est d'avoir et communiquer une stratégie engageante et donc aussi pour le SAV. Tout à Ensuite, fait. de décliner cette stratégie en objectifs spécifiques. On Mhm. va alors cartographier précisément les activités de son SAV, puis aller chercher les vraies attentes de ses clients, customer centric, on l'a dit tout à l'heure. Oui, Hem, Ensuite, on va définir les standards de travail cohérents pour que tout tout à ça ait du fait. sens. Impliquer les opérationnels dans la performance et la septième clé, Le compte de résultats spécifique. le fameux compte d'exploitation spécifique pour le SAV et pour ne pas tout mélanger et avoir vraiment un aperçu de, ben, est-ce que cette stratégie mise en place est une stratégie gagnante? OK, et donc je vois, il y a Exactement. quelques personnes qui nous demandent, le compte d'exploitation. Il vous sera envoyé par la suite. Avant de passer à la session de questions-réponses, déjà, on espère que, le contenu qu'on vous a partagé aujourd'hui était intéressant. Encore une fois, on est limité dans le temps, donc on est allé, heu, À on a été le l'essentiel. plus direct possible sur les points les plus essentiels d'après nous, mais on vous partagera une documentation qui va approfondir tout ça. Est-ce que Xavier, on peut prendre 2 minutes pour que tu nous présentes un petit peu, Xiphos Service et ton activité? Alors tout à fait. En fait, Xifos Service est construit pour vous proposer des accompagnements sur mesure sur ce genre de thématique. Donc, soit des accompagnements personnalisés en distanciel, c'est-à-dire que vos collaborateurs bénéficient de différentes communications téléphoniques à intervalles réguliers pour les booster, pour les remettre
pour les remettre en selle sur certains projets, etc. Je peux aussi vous proposer des accompagnements par module mixte, c'est-à-dire à la fois une animation terrain, puis ensuite un suivi pour être certain que cette animation terrain va bien donner des résultats et des évolutions dans votre organisation. Et en tout dernier, une conduite complète de projet éventuellement si vous souhaitez, je dirais, externaliser la conduite du changement. OK. Bon, bah, écoutez, on espère que tout ça est clair pour vous et maintenant si vous avez des questions, on prend 5 minutes pour y répondre. Alors je pense que c'est principalement Xavier qui sera en mesure d'y répondre, si on parle des clés essentielles pour faire de votre SAV un moteur de croissance. Mais n'hésitez pas à nous les mettre dans l'espace de chat. On va faire le tour un petit peu des messages qu'on a reçus pendant notre échange, voir s'il y a des questions ou certains avis qui nous ont été partagés. Alors Johan, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà, si vous ne le connaissez pas, allez faire un tour sur sa page LinkedIn, vous verrez plein de choses intéressantes. En tant qu'ancien technicien agri, combien de fois je me suis déplacé pour rien? On aurait pu faire l'intervention en visio super facilement et bien plus rapidement. Alors, je Tout à connais un fait. outil très bien pour le faire, ça. Bruno Lalanne, donc concernant le matériel, les standards se font en accord avec les besoins de terrain. Ça, Ah, tout c'est à fait. Vous devez impérativement impliquer vos collaborateurs dans la définition des standards. Sinon, pour eux, c'est juste une contrainte et ça ne sera pas très motivant. OK. Ensuite, ben, on a quelques demandes pour recevoir le livre blanc, quelques demandes pour recevoir le compte d'exploitation. N'hésitez pas aussi à nous dire dans l'espace de chat si ce webinaire vous a plu. On pourra en refaire d'autres avec plaisir pour vous partager des informations, quelques clés, toujours qui concernent le SAV, le support technique me concernant. Et on peut aussi aller viser un peu plus large l'industrie de manière générale. Pour ceux qui ont y assisté la dernière fois, on a fait un webinaire avec Juliette Norev et on a parlé de la pénurie de techniciens et quelles sont les clés pour pallier à cette problématique. On a plein d'autres webinaires qui arrivent, il y a plein d'autres sujets. Vous pouvez vous abonner à la page Colosse, vous pouvez suivre Xavier sur LinkedIn, vous pouvez aussi me suivre, ça m'arrive de partager ponctuellement quelques informations qui peuvent vous être pertinentes. Et on a une Il y a question ça de dans- Valentin, Oui. Xavier. Donc, comment faire quand nos clients ont l'habitude d'être dépannés à distance, téléphone, WhatsApp, gratuitement, pour passer sur un modèle payant? La question est excellente. Effectivement, on est obligé de gérer l'héritage. Depuis la nuit des temps, en fait, le service, les petits accessoires du service n'ont jamais été facturés. Le changement ne va pas pouvoir se faire en une seule fois. D'abord, il va falloir définir comment on met de la valeur ajoutée. Donc, il va falloir définir le produit et qu'est-ce que ça représente. Et ensuite, les amener, alors en commençant par les nouveaux clients, forcément, mais les amener progressivement dans un modèle d'exception. C'est-à-dire que le monde a changé aussi pour nos clients, enfin vos clients en l'occurrence, et le fait de les faire adhérer, alors c'est des choses qu'on voit beaucoup dans d'autres modèles économiques, les faire adhérer à un club des extra-entrepreneurs, un club des super, je sais pas quoi. C'est une façon de leur faire mettre un tout petit peu d'argent dans un système, dans un nouveau système d'aide. Après, le paiement de l'expert qui va être dépanné à distance peut être financé de millions de façons. Il peut être financé par effectivement de la facturation, de l'abonnement et des choses comme ça c'est idéal. Mais la stratégie de l'entreprise peut aussi dire qu'il est financé par la marge qui a été dégagée sur la vente de la machine. Les deux solutions sont valables. Ce qui est important, c'est de gérer. C'est-à-dire que la provision ou les provisions faites sur les différentes ventes doivent financer l'expert. Ça, il n'y a pas de photo là-dessus. Mhm. C'est pour ça qu'il Ouais, n'y a pas de gratuité. Quelque part, la gratuité n'existe pas, mais il faut la gérer. c'est vrai. Disons que ce sont aussi des clauses qui peuvent s'intégrer relativement facilement selon les industries dans des contrats de maintenance. Donc, comme le Oui, disait tout à l'heure Xavier, c'est sous forme d'un contrat de maintenance premium, c'est-à-dire que si je vends une machine pour quelques dizaines de milliers, voire quelques centaines de milliers d'euros, intégrer une clause premium qui permet à mon client d'être assisté de manière beaucoup plus efficace et plus rapide, pour une trentaine d'euros par mois. Alors, je vous sors un chiffre de mon chapeau, mais disons que ça peut passer comme une lettre à la poste parce que, encore une fois, si on revient sur la clé dont Xavier a parlé tout à l'heure, d'avoir une approche vraiment centrée sur le client, quel est son besoin, quelles sont ses attentes, et bien certainement que
parmi tout en haut de la liste, on va retrouver le temps d'arrêt machine qui doit être limité. Et pour ça, ça demande un gros besoin en réactivité de la part de son prestataire. Et nous, ce qu'on observe de notre côté chez Colos, c'est que ben, souvent le client final, donc la personne qui est assistée à distance, n'est pas réticente à l'idée de payer cette clause premium si ça lui permet de limiter son temps d'arrêt machine. C'est aussi une question de retour sur investissement pour le client final. Tout le monde a un ROI de toute manière dans cette histoire. Exactement. Et d'ailleurs, dans les différents métiers, il y a des prestataires de services qui, depuis leur création, facturent l'ensemble de leur assistance téléphonique aux clients. Je pense notamment à tout ce qui est guidage. Et ils n'ont jamais fait de gratuité. Mhm. Donc, ce n'est Exactement. pas choquant chez le client à partir du moment où le service rendu correspond bien à la réponse à leurs besoins. C'est ça qu'il faut au départ identifier. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, Xavier. Et d'ailleurs, c'était ben, quand on parlait tout à l'heure du challenge que tu m'avais présenté la première fois qu'on s'est rencontrés, c'est ce qui a amené progressivement à cette réflexion et ce webinaire qu'on a aujourd'hui, hein, et de voir comment est-ce que en fait, on peut éliminer, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, la gratuité des services. On a une dernière question de Oui, la part de Jean-Marc. Jean-Marc pour toi, Xavier. Salut Comment Jean-Marc. expliquer l'intérêt du SAV quand les constructeurs augmentent les TBO de plus en plus? Alors, le time between overhaul, c'est donc le temps qu'il y a entre deux remises à niveau ou deux réfections, enfin deux vies de machine. Ça, c'est le point de départ. En Mhm. fait, le SAV, effectivement, c'est chouette quand on refait un moteur ou quand on refait une deuxième vie, c'est un joli projet et ça peut être effectivement source de profit très intéressante. Mais en fait, le SAV, ce n'est pas que ses fonctions de grosse mécanique, etc. Ce sont des tas de petits apports et c'est pour ça que le SAV est intéressant. Je vais donner un exemple. Quand vous livrez une machine neuve, vous la livrez avec des opérateurs qui sont là et qui écoutent la mise en main, etc. Soudainement, 3 mois plus tard, vous recevez un appel, je suis perdu, je ne sais pas utiliser la machine, et vous la partie pour expliquer à un chauffeur qui n'est pas du tout formé à la machine, que vous n'avez pas formé, pour lui expliquer comment marche la machine. Eh bien, quelque part, le SAV peut avoir une prestation vis-à-vis du client en disant, si tu changes de chauffeur, eh bien voilà la grille tarifaire pour que je reforme tes chauffeurs, où j'inclus la formation de 3 chauffeurs en base et tous les autres, c'est en option si tu changes de chauffeur. Et c'est des choses qui vont servir le client au final. Un chauffeur qui n'est pas qualifié ou qui n'a pas les petits trucs d'utilisation et d'optimisation du matériel, c'est quelqu'un qui fait perdre de l'argent au client. Et il le sait. D'ailleurs, il dit souvent l'interface entre le siège et le volant, elle n'est pas terrible. Ça arrive. Et on peut en faire un champion. Le SAV a ses compétences pour le faire. Encore faut-il avoir le produit. Il faut le bon produit. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Xavier. Merci à tous Avec grand plaisir. d'avoir été présents et présentes aujourd'hui. On va vous envoyer la documentation, donc le compte d'exploitation. Merci encore une fois, Xavier, d'avoir préparé ce modèle qui, je pense, sera très utile aux personnes qui ont assisté à ce webinaire. Je vois qu'il y a quelques retours positifs aussi dans l'espace de chat. Ça fait très plaisir. On est content que ça vous ait plu. Et Super. puis, je te laisse le mot de la fin, Xavier. Écoutez, merci à tous de nous avoir consacré cette demi-heure. N'hésitez pas à reprendre contact avec nous pour approfondir, pour voir quels sont vos besoins, parce que Customer Centrics, pour nous aussi. Voilà, très belle journée, très bon après-midi. Merci. À bientôt, tout le monde. Au revoir.